Pulsar. Le podcast pour comprendre le monde qui vous entoure. Symbole du ski, du silence tamisé et reposant des paysages immaculés, des fêtes de fin d'année, mais aussi du plaisir universel de dégivrer sa voiture un beau matin de janvier par moins de degrés, la neige joue un rôle beaucoup plus important qu'on ne le pense, notamment dans la régulation du climat jusqu'à la protection des écosystèmes, en passant par un élément indispensable à la vie, l'eau. Est-ce que la hausse des températures actuelles impacte la quantité de neige qui tombe chaque année ? Quels sont les secrets cachés derrière cet or blanc ? On fait le point avec Marie Dumont, chercheuse Météo France et directrice du Centre d'études de la neige. Y aura-t-il de la neige cet hiver ? Un podcast produit et réalisé par l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble. Salut Marie. Salut Pierre. Alors, on va commencer par une question un peu personnelle, mais du coup, comment tu en es venue à t'intéresser à la neige et qu'est-ce qui te passionne dans cet objet d'étude ? Alors, comme beaucoup d'enfants, je crois que quand j'étais petite, j'étais complètement passionnée par la neige. Quand elle tombait et que je regardais à la fenêtre, ça me fascinait complètement. Puis quand j'ai grandi un peu, je me suis mis à adorer et à être complètement, quelque part, obsédée par les sports de montagne, par l'alpinisme, par le ski, etc. Et puis en parallèle, j'étais pas trop mauvaise en maths et en physique. Et du coup, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à trouver un métier, à découvrir qu'il existait un laboratoire qui travaillait sur la neige et à avoir la chance de pouvoir avoir un métier là-bas. Et du coup, un métier qui combinait plusieurs de mes passions, à savoir la neige, la montagne et puis la science. Je crois que ce qui me passionne pas mal dans la neige, c'est que je trouve ça super beau. Je trouve que ça rend n'importe quelle chose qui est pas très très jolie à la base. Quand il y a de la neige qui tombe dessus, le paysage devient magnifique, féerique, ça devient silencieux aussi, c'est hyper... moi, ça me rend vachement plus calme. Et puis, c'est fun aussi, la neige. Mais au-delà d'être fun, je crois que la neige, c'est quelque chose qui est vraiment important pour l'homme et pour le climat de la Terre. C'est-à-dire ? Alors, la neige, souvent, quand on évoque la neige, la première chose qui vient à l'esprit, c'est les stations de ski, c'est le fun, c'est aussi peut-être l'économie de certaines régions de montagne. Mais en fait, la neige, c'est important pour bien plus que ça. Les raisons sont assez simples. La neige, c'est juste un mélange de glace et d'air. Et du coup, quand elle fond, elle produit de l'eau. Donc, la première raison pour laquelle la neige, c'est important, c'est que la neige, c'est un réservoir d'eau qui va être utilisé pour l'eau potable, mais aussi pour, par exemple, la production d'hydroélectricité en montagne. En fait, la neige a des propriétés qui sont assez uniques et qui font que c'est un des piliers de notre système climatique. En gros, c'est un élément qui va réguler le système climatique de la Terre. Alors ça, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que la neige est blanche et qu'elle va renvoyer l'énergie du soleil, donc elle va contribuer à diminuer le réchauffement de la Terre. Et aussi, la neige, c'est un très bon isolant. Globalement, c'est, on va dire, 10 fois plus isolant que du béton. Et du coup, ça va contrôler l'évolution de la température du sol. Et donc ça a une importance pour les animaux qui vivent dans la neige ou pour les petites herbes et toutes les plantes qui vivent dessous. Et au-delà de ça, c'est aussi important parce que la neige, c'est à l'origine de certaines catastrophes naturelles. On connaît bien, par exemple, les avalanches, mais c'est aussi à l'origine de certaines crues, qu'on va appeler crues nivales. Quand il pleut beaucoup sur un manteau neigeux, ça fait des crues qui sont en général assez dévastatrices. Ok, donc là, on va essayer de revenir un petit peu à la base. Quelles sont les conditions pour qu'il neige ? Il y a principalement 2 conditions. Il n'y a que 2 conditions. Il faut qu'il y ait des précipitations et puis il faut qu'il fasse suffisamment froid. Alors, suffisamment froid, ça veut dire en général, on prend une limite à peu près autour de 1 degré. On dit qu'il neige en dessous de 1 degré. En pratique, il y a des cas où il neige un peu plus haut ou des cas où il pleut un peu plus bas. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que la vapeur d'eau qui est présente dans les nuages, elle va se condenser, elle va former des flocons. Et quand ces flocons seront assez gros et que les conditions de vent et de turbulence le permettent, ils vont tomber au sol et former un manteau neigeux. D'accord, alors je voudrais juste revenir sur la température. J'ai entendu que parfois il faisait trop froid pour qu'il puisse neiger. Est-ce que tu peux nous expliquer ce phénomène ? En gros, plus il fait chaud, plus on peut avoir de la vapeur d'eau dans l'air, plus il fait froid, moins on en a. On connaît ça en montagne. En montagne, l'air est très sec, on a les lèvres qui fendillent, parce qu'il ne peut pas y avoir beaucoup de vapeur d'eau dans l'air. Et du coup, quand il fait froid, il y a moins de vapeur d'eau qui est disponible pour former des précipitations que quand il fait chaud. Par contre, il y a des situations où il peut quand même neiger quand il fait très froid, même moins 15, moins 20. C'est des situations typiques où il y a un espèce de front chaud et humide qui arrive dans une zone très froide. Et à ce moment-là, il y a un apport d'humidité dans l'air qui fait qu'on peut avoir des précipitations qui sont quand même conséquentes avec une température très froide. Alors, ce podcast est enregistré dans les Alpes et chaque année, on a un peu le même scénario. Avant l'hiver, tout le monde se demande s'il y aura beaucoup de neige. Certains y vont même de leurs petits pronostics. Alors, ma question est simple. Est-ce qu'on peut savoir à l'avance si un hiver va être enneigé ou pas ?
Alors non, pas vraiment en fait. On peut pas vraiment savoir ça et on peut pas vraiment prédire si tel Noël il y aura de la neige ou tel autre il y en aura pas. Alors la raison pour laquelle on peut pas le prédire, c'est qu'en fait c'est comme la météo, c'est assez chaotique, ça varie beaucoup d'une année sur l'autre et en gros la prévision météorologique a un horizon plus grand que 2 semaines. On sait pas faire parce que le système en lui-même, il est trop chaotique pour autoriser une prévisibilité. En plus, ce qui se rajoute avec la neige, c'est qu'on peut avoir des changements très forts en cours de saison. Donc on peut partir sur une saison qui commence super bien, super tôt en novembre avec un gros mètre de neige. Et puis on va terminer sur un hiver qui va se terminer, je sais pas, en février ou en mars très vite et qui va devenir très sec. Donc on peut avoir des choses qui varient énormément en cours d'hiver. Mais paradoxalement, ce qu'on peut prévoir, c'est l'état moyen ou probable de l'enneigement moyen dans les 10 prochaines années. Et la raison pour cela, c'est qu'en fait, la météo, c'est un système qui est très chaotique, mais par contre, le climat, c'est quelque chose de beaucoup plus stable, qui a des tendances bien sûr, mais dont on peut prévoir l'état moyen, pas les variations d'un jour sur l'autre. Et donc, on ne peut pas dire avec certitude si tel ou tel hiver sera plus ou moins enneigé. C'est vrai que pour avoir connu quand même pas mal d'hivers dans les Alpes, on peut passer d'un hiver avec énormément de neige à un hiver avec très peu de neige, et ça a l'air d'être un petit peu la loterie, et même si j'ai l'impression qu'il y a globalement de moins en moins de neige, je me souviens pas de tous les hivers passés en détail, c'est une impression qui est basée sur mes souvenirs des 5-6 derniers hivers au maximum, au-delà ma mémoire elle est un peu floue, même vraiment floue. Alors pour sortir de ces impressions personnelles, peut-être un peu biaisées, comment est-ce que l'on peut savoir de manière fiable s'il tombe réellement de moins en moins de neige ? J'aime bien cette question parce que je dis toujours que la mémoire, c'est très subjectif. On se souvient de ce qu'on a envie de se souvenir. Donc quand on veut une réponse objective sur s'il y a plus ou moins de neige qu'avant, le meilleur moyen, en fait, c'est d'avoir des chiffres et d'avoir des observations de combien il y avait de neige telle année, combien il y avait de neige telle année, telle année, telle année. Alors nous, pour faire ça, au Centre d'études de la neige, on a un observatoire de la neige qui est situé au col de Porte, en Chartreuse, à 1325 mètres d'altitude. Et c'est un observatoire sur lequel on fait des relevés soit quotidiens, soit hebdomadaires de l'état du manteau neigeux. Et ça, depuis l'hiver 60-61. Et du coup, qu'est-ce que ces relevés nous disent ? Alors, ces relevés, ils nous montrent clairement qu'il y a de moins en moins de neige qui tombe à cette altitude dans les Alpes. Typiquement, quand on compare deux périodes de 30 ans, donc la moyenne entre 1960 et 1990 et la moyenne entre 1990 et 2020, et qu'on regarde la moyenne de l'enneigement, de la hauteur de neige sur ces périodes-là, on voit qu'on a perdu 38 cm de neige, à savoir 40% de l'enneigement moyen. En d'autres termes, avant, il y avait 1 mètre de neige en moyenne au col de Porte pendant l'hiver, et aujourd'hui, il n'y a plus que 60 cm. Et comment on peut expliquer cette baisse de l'enneigement ? Alors on a vu tout à l'heure qu'il fallait 2 facteurs pour qu'il neige. Il fallait qu'il fasse froid et qu'il y ait des précipitations. Et ça tombe bien parce que ces 2 variables, c'est des variables qu'on observe au col de Porte depuis 1960. Et ce qu'on observe, c'est que pour les précipitations, depuis 1960, il n'y a pas de changement. Mais par contre, pour la température, on voit un changement. C'est-à-dire qu'on a gagné 1 degré, on a fait plus 1 degré entre les 2 périodes de 30 ans sur la température hivernale. Et ça a des conséquences pour l'enneigement, parce qu'en gros, la température hivernale au col de Porte, c'est autour de 0 degré. Et donc ce 1 degré en plus fait qu'il va plus fréquemment pleuvoir aujourd'hui que ce qu'il ne pleuvait avant, et qu'au lieu de neiger, en fait, il pleut. Et ça, c'est la cause principale de la baisse de l'enneigement au col de Porte. Et est-ce que c'est une tendance qui va continuer dans les années futures ? Alors oui, c'est une tendance qui va continuer dans les années futures et qui continuera tant que le réchauffement climatique continue. C'est même une tendance qui va peut-être s'accentuer si le réchauffement climatique et la hausse de température globale s'accélèrent. Plus ce réchauffement sera prononcé, en gros, moins il y aura de neige à ces altitudes-là. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que la neige, c'est pas quelque chose qui a de l'inertie d'une année sur l'autre. Donc en gros, elle va réagir seulement à la température de l'hiver en cours. Donc le jour où la température se stabilise parce qu'on aura fait les efforts et on aura pris les actions suffisantes pour limiter le réchauffement, on aura aussi stabilisé la hauteur de neige. Donc là, on a pris le cas du col de Porte, mais est-ce que cette baisse de l'enneigement, c'est un constat qui peut aussi être fait à l'échelle mondiale ? Alors effectivement, le col de Porte, c'est représentatif surtout des Alpes à moyenne altitude. Si on regarde à l'échelle des Alpes, donc toute altitude confondue, on constate la même tendance, c'est-à-dire qu'en gros, à partir d'observations, on montre qu'on a perdu 1 mois d'enneigement depuis les années 1950. Et si on passe à l'échelle mondiale, c'est-à-dire l'échelle encore du dessus, là, on va pouvoir utiliser plus que des observations sur le terrain, des observations satellites qui nous donnent une vision plus globale, et on remarque la même tendance, c'est-à-dire une baisse mondiale de la couverture neigeuse sur Terre. Donc oui, globalement, à l'échelle mondiale, il y a une baisse de l'enneigement. Quand tu dis globalement, ça veut dire qu'il y a quand même des endroits où c'est pas le cas.
Alors effectivement, il y a des endroits qui font exception. Donc, par exemple, tout ce qui est un peu la haute altitude, on va dire au-delà de 2500 mètres, comme la température hivernale, elle est beaucoup plus froide que 0 degré, donc par exemple, ça fait faire moins 10, moins 6 degrés en moyenne. Quand on rajoute un degré, ça fait pas une grosse différence en termes de répartition pluie-neige. Donc on a beaucoup moins d'impact sur le manteau neigeux. On va avoir des impacts qui sont de l'ordre de quelques pourcents, donc rien à voir avec les 40% dont j'ai parlé tout à l'heure au col de Porte. Par contre, si le réchauffement climatique il continue et qui s'accentue, c'est des zones qui vont aussi être impactées dans le futur. Et puis on a aussi d'autres endroits où on a des changements de circulation atmosphérique qui font qu'il y a plus d'apport d'humidité et plus d'apport de précipitations. Et donc du coup, on va observer des augmentations temporaires du manteau neigeux. C'est par exemple le cas dans l'observatoire finlandais de Sodankylä, donc au nord de la Finlande, où on a une augmentation de la hauteur maximum de neige au sol. Mais ça reste vraiment des exceptions. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'échelle globale, on observe une baisse de l'enneigement et que cette baisse de l'enneigement, elle va continuer tant que le réchauffement climatique continue. Alors tout à l'heure, tu as comparé la moyenne des années 1960 à 1990 avec celle des années 1990 à 2021. Ça représente donc 2 périodes de 30 ans, entre lesquelles on a perdu 40% d'enneigement au col de Porte. Pourquoi est-ce que tu compares sur des périodes de 30 ans et pas sur des périodes plus courtes de 5 ans par exemple ? Alors en fait, on fait ça pour avoir une tendance fiable. On est obligé de faire des moyennes sur des périodes qui sont longues, c'est-à-dire des périodes d'environ 30 ans, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'à l'échelle d'une ou deux années, on a énormément de variations qui sont dues à l'aspect chaotique de la météorologie à court terme. Et du coup, l'étude sur le long terme, le fait de faire une moyenne sur une durée longue, ça va lisser cette variabilité d'une année sur l'autre, donc ces années où il y a beaucoup de neige et ces années où il y a moins de neige, pour donner une tendance générale qui va être robuste et fiable. Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre la météo et le climat. La météo, c'est le temps qu'il va faire à l'échelle d'une journée ou même d'une saison. Et le climat, c'est l'étude de l'ensemble des météos qu'il y a eu sur une longue période, donc une période de 30 ans. En gros, le climat, ce serait comme une moyenne des météos qui donne une tendance fiable. Oui, c'est exactement ça. En fait, pour essayer d'imager cette différence entre météo et climat, on peut prendre l'exemple du championnat de France de football où les équipes jouent environ une trentaine de matchs par an. Imaginons qu'il y ait une équipe qui soit vraiment au-dessus de tout le monde. On sait qu'à la fin de la saison, c'est-à-dire à la fin des 30 matchs, elle sera en haut du classement et elle aura gagné la plupart de ses matchs. Par contre, on ne sait pas avec certitude le résultat qu'elle fera au prochain match, même si on sait qu'elle va très probablement gagner. Il peut parfois y avoir des surprises comme des joueurs blessés, une baisse de régime, qui va tout d'un coup la faire perdre un match. Donc la météo, qui comporte une part de chaos et d'imprévisibilité, correspondrait au résultat d'un match, qui en soi ne veut pas dire grand-chose, et l'étude du climat correspondrait plutôt au classement final de l'équipe basé sur l'ensemble des résultats de la saison, c'est-à-dire la moyenne sur les 30 matchs. Donc par exemple, des températures particulièrement froides à Paris en plein mois d'avril, ça signifie pas que le changement climatique n'existe pas. Oui, t'as totalement raison. En fait, c'est des anomalies. Si on reprend notre métaphore du football et qu'on reprend notre équipe championne du championnat de France, il se peut que notre équipe, elle fasse à un moment un très très mauvais match pour une raison ou pour une autre, qu'elle perde par exemple 6-0, mais pour autant, elle sera championne quand même à la fin du championnat. Par exemple, il a fait très froid à Paris au mois de février 2023, mais si à ce même moment-là, on faisait la moyenne de l'anomalie de température sur l'intégralité de la Terre, on avait une anomalie qui était positive. Donc notre petite vague de froid à Paris, elle correspondait quand même à un jour où il faisait anormalement chaud en moyenne sur Terre. Attention, ça veut aussi pas dire que dans les années qui viennent, avec le réchauffement climatique, il y aura plus de records de froid qui seront battus. Ça veut juste dire qu'en moyenne, on va battre plus de records de chaud que de records de froid. Tu fais du ski de rando, Marie ? Bah oui, bien sûr. Et puis j'adore ça. Mais normalement, je passe pas ma vie à regarder les flocons quand je fais du ski. Ah ouais, tu fais pas l'analyse en direct à tes potes de la structure de la neige ? Ouais, je sais, mais si je continue de faire ça, j'aurai bientôt plus de potes. Du coup, moi, j'ai une question par rapport à la structure de la neige, justement. Est-ce que le fait qu'il fasse plus chaud change la nature de la neige ? Et par exemple, est-ce qu'il y aurait plus de risques d'avalanche ? Alors oui, bien sûr, quand il fait plus chaud, la neige change de nature. En général, elle est plus humide, elle est plus dense. On va se retrouver, par exemple, maintenant à faire de la neige qu'on appelle de printemps au moment de Noël, ce qui semble vrai. Enfin, je pense que si on racontait ça à nos grands-pères, ils
Ils trouveraient ça complètement fou. Et puis en termes de risque d'avalanche, en fait, ce qui se passe, c'est que ça change un peu la nature des avalanches. Donc ça va peut-être diminuer un peu le risque d'avalanche de neige sèche et augmenter le nombre et potentiellement la taille des avalanches de neige humide. Et quels sont les exemples typiques de conditions dangereuses en ski de randonnée concernant le risque d'avalanche ? Alors, il y en a pas mal. Si on commence avec la neige humide, c'est en général au printemps, quand on a un réchauffement très rapide et que le manteau neigeux s'humidifie fort, on va avoir un fort risque, à partir du moment où le soleil tape, d'avalanche de lourde, donc une grosse avalanche qui casse bien les jambes, donc d'avalanche de neige humide. Et puis la deuxième situation, on va dire, qui est peut-être la plus redoutée des skieurs de ski de rando, c'est l'avalanche de plaques. Donc c'est quand en fait on a ce qu'on appelle nous une couche fragile, donc une couche qui de neige particulière, avec une structure particulière qui peut s'écraser très vite, qui est surmontée d'une plaque, donc quelque chose de assez dense mais froid et très cohésif, qui a été formé par exemple quand il y a une chute de neige avec beaucoup de vent. Et au passage d'un skieur, ou quand il y a un poids supplémentaire sur ce manteau neigeux, la couche fragile s'effondre et crée la rupture de la plaque qui va créer une grosse avalanche. Et ça, c'est des situations qui sont très piégeuses, qui sont pas faciles à prévoir parce qu'elles sont souvent très locales et qui sont un peu la hantise des skieurs de randonnée. Alors maintenant, j'ai une question au sujet des flocons. Quand il neige, c'est jamais la même neige qui tombe, les flocons sont toujours différents. À quoi est-ce que c'est dû ? Alors quand on voit un nuage, c'est qu'en fait il est plein de gouttes d'eau ou de flocons. Les flocons, ils vont tomber quand ils sont trop lourds et ils se forment à partir de la vapeur d'eau qui va geler en général sur une toute petite particule. Et cette vapeur d'eau, elle va geler de manière différente selon les conditions d'humidité et les conditions de température. En gros, quand on a beaucoup d'humidité, on va avoir tendance à former des cristaux assez classiques qu'on voit dans les dessins animés ou dans les logos, les étoiles. Par contre, quand on a un faible taux d'humidité, on va plutôt former des choses plus fines, donc des petites aiguilles ou des plaquettes. Et puis, il y a certaines régions du monde où il fait très froid, où on voit tomber des cristaux qui sont un peu plats et très petits, qui brillent dans l'air. Et ça s'appelle la poussière de diamant ou le diamond dust. Marie, est-ce que l'on connaît tout sur la neige ou est-ce qu'elle a encore des secrets ? Alors, heureusement pour moi et ma carrière, la neige a encore beaucoup de secrets. Ici, la neige alpine, on connaît quand même bien, même s'il y a plein de choses qu'on n'a pas encore compris. Mais les neiges arctiques, c'est des manteaux neigeux qui sont un peu plus compliqués que les manteaux neigeux de chez nous. Et c'est des manteaux neigeux qu'on connaît très peu, en fait. Donc, on ne sait pas bien quantifier les différents processus qui les font évoluer, pourquoi ils se transforment dans ce type de cristaux, quelles sont leurs propriétés, etc. Donc, il y a encore beaucoup de travail et je vais pouvoir encore travailler jusqu'à ma retraite là-dessus. Alors, pourquoi c'est intéressant de mieux connaître la neige arctique ? Est-ce que c'est pour l'effet d'albédo, comme tu l'évoquais tout à l'heure, le fait que la neige, qui a une couleur blanche, renvoie une partie de l'énergie du soleil et donc contribue à ce que la Terre se réchauffe moins, contrairement à une surface noire qui aura tendance à absorber cette énergie ? Alors pour l'effet d'albédo, aussi pour l'effet d'isolation dont je parlais tout au début. Et puis en fait la neige arctique, ça recouvre une quantité de sol qui est gigantesque. La surface recouverte par la neige arctique, c'est bien plus important que la surface recouverte par la neige alpine qu'on connaît ici. Donc ça a une influence particulière sur le climat en fait. Particulière sur le climat en termes d'albédo et en termes d'isolation du sol. Pour le permafrost et puis pour la faune et la flore, quoi. Dans le manteau neigeux arctique, il y a des écosystèmes entiers, il y a des rongeurs qui vivent, il y a des tas de choses qui vivent. Pourquoi cette neige du manteau arctique, on la connaît moins ? C'est juste parce qu'on l'étudie moins ? Alors, on l'étudie moins, il y a moins d'observations, c'est moins près de gros laboratoires qui travaillent dessus, donc moins près des instruments. Donc, traditionnellement, c'est quelque chose qui est moins étudié. Après, les populations qui vivent là-bas depuis très longtemps, donc par exemple les Inuits, ils la connaissent très très bien, mais d'une autre manière que nous. C'est-à-dire ? Ils en connaissent l'usage, ils vont savoir quel type de neige est bon pour faire un igloo, quel type de neige est bon pour faire du thé, quand est-ce qu'on va pouvoir se balader sur la glace de mer en skidoo. Et donc du coup, c'est d'autres usages et d'autres manières peut-être de voir la neige que notre savoir traditionnel européen. Du coup, Marie, pour le mot de la fin, quel est ton pronostic concernant l'enneigement du prochain hiver ? T'as écouté ce que j'ai dit ou pas ? Pas vraiment. Merci Marie. Merci Pierre. C'est la fin de cet épisode de Pulsar et nous vous remercions pour votre écoute. Pour ne pas rater nos actualités, les nouveaux épisodes, mais aussi pour nous faire part de vos retours, vous pouvez suivre l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn ou encore YouTube. Vous pouvez également vous abonner gratuitement au podcast Pulsar sur les différentes plateformes de streaming et le gratifier de 5 petites étoiles, cela nous aiderait beaucoup. En attendant, on vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.